Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview. La professionnelle que nous allons retrouver cette fois, c'est Émilie Defranou qui est gérante des Clever H aux côtés de son compagnon Christophe Bruyère. C'est une cavalière professionnelle et enseignante et normalement vous la connaissez déjà puisqu'elle a eu l'occasion d'intervenir sur Animaiki. On a déjà fait plusieurs vidéos avec elle, notamment 2 démonstrations où elle a pu vous montrer un petit peu ce qu'elle fait avec les chevaux sur le terrain. On avait fait une démonstration avec Divino, son cheval, où on avait vu du travail monté et on avait aussi fait une vidéo sur une démonstration avec 2 chevaux, Lemon et Sirius, pour du travail en liberté. Aujourd'hui, elle revient donc pour son interview et ça va permettre que vous la connaissiez un petit peu mieux. Donc c'est parti, on va retrouver Émilie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Animaiki pour cette nouvelle interview où aujourd'hui je suis accompagnée d'Émilie Defranou. Donc bonjour Émilie. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir ici aujourd'hui. Avec plaisir. Pour cette interview, on va donc commencer par une première question. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier ? Alors j'allais dire, c'est à la fois un concours de circonstances et un parcours en fait de vie. J'ai commencé moi par des études de com. J'avais envisagé au départ d'être photographe. J'ai passé plusieurs concours pour ça. Et en fait, c'était des concours en plusieurs parties. Je suis arrivée, pour ceux qui connaissent un peu, c'était la Fémis, les Gobelins, Louis Lumière, Arles. Je suis arrivée au bout. Et au bout, j'ai été mise sur liste d'attente en gros. Donc je me suis dit, si je retente l'année d'après, j'arrive 11e alors qu'ils prennent les 10 premiers. Bon. Et puis, j'avais cette passion du cheval depuis très longtemps. J'avais pas pu monter parce que raison de santé. J'ai eu un corset pendant une dizaine d'années et j'avais repris quand on me l'a enlevé vers 19 ans et j'avais ce rêve d'enfant et j'ai tout plaqué. J'ai dit c'est parti, on y va. Il y a des gens qui ont cru en moi à l'époque en me disant tu peux le faire. J'avais 0 galop, donc voilà, fallait tout faire. Et on partait vraiment du début. C'est ça, du début, en sachant que j'avais monté petite, mais après plus de 10 ans d'arrêt, ça n'a plus rien à voir. Le dos, il n'est plus le même, le mental n'est plus le même. Quand tu as repris, en fait, tu avais quel âge ? J'avais 19 ans, donc j'ai arrêté vers 10-11 ans, et du coup, j'ai découvert la peur que je n'avais pas enfant. J'ai découvert un dos figé complet parce qu'en un bloc, enfin voilà, il a fallu travailler beaucoup sur ce sujet-là. Et donc au début, c'est vrai que j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui ont cru en mon rêve et qui m'ont dit si tu veux le faire, tu peux le faire. Donc au départ, je montais 1 fois par semaine. Ils m'ont dit dans ce cas, il faut commencer par augmenter le rythme. Donc je suis montée 3 fois par semaine. Et puis j'ai commencé à passer mes galops, à me former de manière classique au départ. Donc j'ai passé un brevet d'animateur poney comme j'étais pas encore au niveau galop 7. Oui. Et puis j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que dans cette formation d'animateur poney, je suis tombée sur Stéphanie Olivin. Je ne sais pas si tu connais, à Épinal. Et elle commençait à intégrer en fait l'équitation éthologique via les méthodes Parelli sur ses poneys. Oui, donc tu as déjà vu avoir une première approche. Ouais. En fait, heureusement, parce que derrière ça, je devais rentrer en formation moniteur en septembre. Et puis mon ancien employeur, en fait, m'a expliqué que finalement j'étais très bien animateur poney toute ma vie, que ça lui ferait un salaire de moins de moniteur en gros. Il y a eu ça déjà qui a fait que je me suis dit bon. Et puis surtout on avait commencé à travailler, ce centre équestre était en ouverture, donc j'avais 4 poneys pour faire une saison. Et donc on les scellait le matin à 8h, on décellait à midi, on les recellait à 2h, on les décellait à 18. Et je me suis dit si c'est ça, je me suis trompée. Et heureusement j'avais rencontré Stéphanie. Donc au moment où il y a eu cette une ouverture. Ouais, où j'ai eu ce questionnement de est-ce que je me suis trompée d'orientation, en sachant qu'en plus au niveau de la famille, j'ai personne qui est dans les chevaux. Je débarquais comme un ovni sur cette idée-là et si j'avais pas rencontré Stéphanie et ces méthodes-là, je pense que j'aurais laissé tomber et je serais repartie dans ma licence de com en version maîtrise et voilà quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance sur ce sujet-là et du coup j'ai débarqué à la Sens. Et j'ai laissé tomber d'abord la formation moniteur, que j'ai repris plus tard.
Et ce métier, voilà, ce métier, c'était parce que c'est la passion du cheval, parce que j'avais envie de transmettre, parce que j'ai envie d'aider les gens à créer du lien avec les chevaux. Et parce que j'ai trouvé ça tellement exceptionnel ce qui peut être créé que je ne voulais pas en rester à un stade d'équitation monter, descendre comme sur une mobilette. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que j'imaginais et voilà. Est-ce que justement tes études en communication, tout ça, est-ce que ça t'a servi pour le parcours que tu as aujourd'hui ? Je pense par rapport au fait de s'ouvrir à ce qui peut se faire en technique de communication. Et du coup, c'est vrai que je m'étais intéressée à l'éthologie au départ de manière scientifique. Et j'avais lu des choses et c'était pas assez concret à mon goût. Je voyais pas comment au quotidien ça allait m'aider avec mon cheval. Et c'est pour ça que j'avais été fascinée par ce que faisait Stéphanie avec la méthode Parelli, parce que je voyais vraiment du concret et quelque chose à changer au quotidien. Donc ça, je pense qu'il y a eu cette ouverture-là. Et puis du coup, le fait de communiquer, j'allais dire, avec les gens pour aider le cheval, c'était capital de faire ça pour le cheval, d'apprendre à communiquer mieux aux gens avec et de me mettre, j'allais dire, un peu au milieu pour créer le lien. Voilà. D'accord. Alors lorsque tu travailles les chevaux, est-ce qu'il y a un type de pratique que tu préfères ? Alors moi j'aime beaucoup le dressage, mais le dressage en version un peu jeu, spectacle, pas dans le sens arbeit du terme comme certains l'entendent. Ouais. J'aime les sensations en fait du dressage beaucoup, les galops rassemblés, enfin voilà, il y a des sensations que m'ont fait vivre le dressage que je n'ai pas eu sur d'autres disciplines. Et mon modèle là-dessus, c'est Magali. Magali et Dao, c'était mon rêve de gamine. Voilà, du fait qu'en plus on l'a rencontrée derrière et qu'elle était encore plus merveilleuse en réel qu'en rêve, c'était juste parfait. Et moi, j'aime aussi beaucoup l'équitation ibérique, même si je ne la pratique pas. C'est un milieu qui m'attire beaucoup, la doma vaquera. J'aime cette technicité, ce lien que ça crée au cheval, le rapport au travail. Dans l'équitation de travail ibérique, il y a des choses que j'aime beaucoup. Ouais. D'accord. Et le travail en liberté, forcément. Donc en liberté, ce serait plus à pied, monter, les deux Les deux. Les deux, en fait. Ouais, c'est un tout. Et vraiment, l'image de Dao, pour moi, c'est ça. C'est le cheval qui est à la fois capable d'avoir une bride, comme d'être à cordelette, à crue. Enfin, voilà. C'est un tout, un ensemble qui fait qu'à pied comme à cheval, on est ensemble, on est les mêmes et il n'y a rien qui change, quoi. Ouais. Et donc on a parlé de Dao pour Magali, et toi tu as Goa. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Goa ? Ah, Goa. Alors Goa, c'est une grande et belle histoire, j'allais dire. On s'est connus, elle avait 3 ans. Moi, j'étais en formation à la Sens. Et je partais au Montana quand elle est arrivée. Donc elle est arrivée pas débourrée. Donc elle est arrivée en tant que... sur un camion de chevaux qui venait d'un élevage, de Monsieur Descordes d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu les filières de l'arabe. Et ils étaient 9 de tête. Et moi je l'avais vue déjà, j'avais bien repéré, elle est vraiment jolie celle-ci. Et je suis partie au Montana. Retour du Montana, elle était passée dans l'école. Et puis, alors elle était assez spécialiste des démarrages arrêtés glissés dans les barrières, parce qu'un peu faux-folle comme tout arabe de cet âge-là. Et un jour, on l'a retrouvée au pré qui ne marchait plus normalement. Debout sur ses 4 pieds, mais un peu comme sur des œufs. Donc à l'époque, on a fait passer plusieurs vétérinaires. Elle n'était pas à moi, elle était à la Sens. Enfin, elle était en dépôt-vente à la Sens pour être précis. Et l'objectif, c'était d'en faire un cheval d'école. C'était un cheval d'école. Oui, ouais. C'était un cheval d'école qui devait, du coup, de par cette formation, être valorisé pour être ensuite vendu, en fait. D'accord. Et donc, elle s'est fait mal au dos, en fait. Donc, ils ont essayé des mésothérapies. Du coup, l'ont enraîné derrière. Et c'est là qu'on l'a mis dans mon piquet de chevaux, puisque je rentrais du Montana et que je travaillais désormais pour la Sens. Puisque les étudiants de la Sens n'étaient pas là pour longer en rennais et refaire un dos à un cheval. Ils avaient d'autres choses à apprendre. Et du coup, je l'ai récupéré comme ça au départ. Donc j'ai mis 1 an et demi. Ça a été long. Ouais, pour pouvoir la remettre et à pied d'abord et ensuite monter. Avec beaucoup de travail en extension, avec à l'époque un enraînement qui m'a permis de l'aider parce que c'est vrai qu'à l'époque elle connaissait pas trop tout ce qui était contact, montant filet, et donc elle était assez violente au niveau de ce qu'elle pouvait faire du contact, on va dire.
Et là, c'était bien parce que cet entraînement-là m'a permis de la faire évoluer juste avec un licol. Et en plus, je pouvais l'utiliser au sol, en liberté. Et après, j'ai essayé de recréer la même attitude montée. Et puis comme ça, petit à petit, on est reparti sur un cheval qui fonctionnait aux 3 allures. Et puis moi, du coup, j'ai commencé ma formation monitorat. Donc je me suis dit, tiens, on va la mettre un peu sur le dressage en parallèle. Ça va lui faire du bien pour son dos. Et puis je l'utilisais aussi sur mes stages. C'était le cheval pour montrer au niveau du grand public ce qu'on devait faire techniquement. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'est construite ensemble, on s'est même reconstruite ensemble par moments. Et puis est arrivé le jour où ça allait beaucoup mieux et on a commencé un peu à faire des démos. Et là, je me suis dit, je ne peux plus la laisser partir. Et heureusement, j'ai pu l'acheter. Et voilà, elle fait partie de ma vie depuis 2003. Ça fait quand même une paire d'années, ouais. Là, elle a 20 ans et c'est mon binôme, c'est même une partie de moi-même quelque part. C'est mes jambes, c'est une partie de la famille. Voilà, le cheval de rêve. Rien que dans votre histoire, voir que vous avez chacune des problèmes de dos. Oui, c'est marrant, oui, ça a résonné. Ouais. Alors ça, moi je voulais au départ un ibérique et j'ai fini avec mon premier cheval qui était un arabe avec des problèmes de dos. Ouais. Ça, c'est très marrant, c'est une espèce de résonance qui n'était pas prévue. Mais c'est... Ouais, ça doit pas être par hasard, je crois. Ouais. Voilà. Mais non, je suis très contente d'avoir croisé cette petite poulette. Et du coup, avec Christophe, donc aujourd'hui, vous êtes ici sur cette structure avec Eki Clever H. Ouais, tout à fait. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer tous les deux Alors c'est tout simple, il y a eu un changement de direction à la Sens. Il y en a eu d'autres avant, mais là, ça ne collait pas, on va dire, avec nous. Et ça tombait en plus à un moment où je pense qu'on avait envie d'indépendance. Oui. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait pour la Sens. Et moi, personnellement, ça faisait plusieurs années que je faisais du stage grand public. J'avais envie de développer un petit peu plus le travail des chevaux. Voilà, c'est arrivé qu'on avait une propriétaire à l'époque pour qui on travaillait son cheval, qui a vu une petite annonce. On est venu visiter ici et on a rencontré les propriétaires et on est tombé amoureux du lieu et on s'est dit allez banco, on s'en va. et ça a commencé comme ça. Ouais. Donc avec Christophe, vous travaillez vraiment tous les deux en équipe. Ouais. Lui, il est plus orienté CSO, toi tu es plus orienté dressage. Ouais. Comment est-ce que vous vous organisez tous les deux Alors j'allais dire assez simplement, en fait, on est très complémentaires, je crois. Dixit Magali d'ailleurs. Oui. Je ne pourrais pas définir en quoi on est complémentaires, mais il y a beaucoup de gens qui nous le disent. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a plutôt chacun notre piquet de chevaux de départ. Alors, de temps à autre, on en a quelques-uns qu'on peut s'échanger, mais c'est vrai que de manière fixe, parce que la plupart des chevaux restent là un certain temps, on a chacun notre piquet de chevaux et ça va se choisir, j'allais dire, en fonction à la fois des chevaux, notamment par rapport au tempérament, plutôt par rapport même à la force de chacun, j'allais dire, au départ quand ils arrivent. Et puis par rapport surtout aux envies des propriétaires. Parce oui, ils ont peut-être des préférences. Voilà, en fonction de ce qu'ils veulent travailler, du coup, naturellement, ça s'oriente plutôt sur Christophe ou plutôt sur moi. Et après, en fonction de ce qu'on veut faire évoluer chez le cheval, ça nous arrive de switcher. D'accord. Alors pendant ta formation à la Sens, tu as été au Montana. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'impact des chuchoteurs, de ce que tu as... Ouais, alors en fait, quand on parle de chuchoteurs, il y a des gens qui me viennent en tête tout de suite. Moi, j'ai pas eu la chance de connaître Ronnie Willis, mais le Montana et la Sens Montana en particulier, c'était lui. L'esprit de Ronnie a été transmis, je pense, par ses élèves. Parmi les chuchoteurs américains, il y avait bien entendu aussi Ray Hunt, qu'on a eu en plus la chance de voir au travail sur ces dernières années en plus à la Sens, et qui était un personnage incroyable. Au niveau du contrôle des pieds, c'était quelque chose de phénoménal de le voir faire. Et en plus, ce stage-là, c'était génial parce qu'il y avait vraiment plein de types de chevaux différents et plein de cavaliers différents et c'était vraiment hyper intéressant. Et moi, j'ai eu la chance du coup de traduire Rayon sur ce stage-là, ce qui n'était pas toujours évident, mais c'est vrai que ça m'a permis de participer vraiment, j'allais dire, au plus près. Donc ça, c'était chouette. Après, bien sûr, il y avait Parelli, il y avait Andy, qui pour le coup n'est pas américain mais australien,
Dans les Australiens, il y avait aussi Steve Byrne. Il y a des gens comme ça. Il y a aussi des Anglais comme Dave Stewart. Et en fait, ces gens-là, je pense qu'ils ont surtout apporté l'idée que c'est pas des techniques, c'est vraiment un état d'esprit, une manière de vivre, une manière de penser, essayer de se mettre, j'allais dire, à la place du cheval et du point de vue du cheval. Et c'est surtout aussi un aspect que moi je connaissais pas, qui était l'équitation de travail. Oui. Puis avec du bétail aussi. Avec du bétail, oui. Alors moi, à mon époque, on le faisait un peu, mais pas autant que certaines promos après. Moi, ce qui m'a marqué surtout, c'est tout le travail au quotidien de vérifier des barrières, de faire le tour des clôtures avec les chevaux sur des kilomètres et des kilomètres, parce que là-bas, c'est assez impressionnant. Le fait de déplacer les chevaux à cheval, ça, c'était une expérience que je pensais pas que je ferais un jour. Et c'est assez impressionnant à faire. Combien des troupeaux de combien de chevaux? Alors les troupeaux en général, à l'époque on avait des troupeaux entre 20 et 40. Normalement c'était plutôt des troupeaux de 20 par âge et par sexe. Est-ce que c'était 20 juments ou 20 hongres, et voilà, les 2-3 ans et les plus. Et c'est vrai que le fait d'apprendre à déplacer les chevaux comme ça à cheval, ça donne une lecture un peu du troupeau et du comment guider le troupeau. Et alors, on s'est fait des belles frayeurs, des fois. C'est là où tu te dis, heureusement que c'est le Montana, il n'y a pas une autoroute à côté. Mais ouais, c'est une chouette expérience. Et du coup, ça crée un rapport au cheval, le fait d'avoir un travail à réaliser avec, qui est complètement autre que celui qu'on connaissait nous ici. Pour des gens qui ne connaîtraient pas du tout, qui ne seraient jamais sortis de la France, par exemple, pour toi, ce serait quoi vraiment les différences marquantes entre ce qu'on peut voir en France et là-bas dans le Montana? Au Montana, ce qui moi, m'a marqué, c'est que les chevaux étaient vraiment des chevaux sauvages. Et ça, moi, personnellement, je n'avais pas rencontré ça en France, parce que même s'ils sont tout petits, pas débourrés, ou ils ont forcément été manipulés. Et là-bas, on a rencontré des chevaux, c'est des biches. Et ça permet de se rendre compte, j'allais dire, du degré de légèreté que peut avoir aussi un cheval. Oui, parce que comme ils sont vraiment neufs, tu installes tout. Et c'est vrai que du coup, en France, le retour avec notamment certains chevaux, j'allais dire, typiquement un peu celle française, c'est pas gentil ce que je vais dire, mais un peu lourds, un peu qui ont eu l'habitude de rentrer dedans, et c'est frappant la différence. Et c'est hyper instructif de savoir faire avec les deux, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui doit encore se trouver peut-être quelque part en France, mais c'était pas aussi flagrant qu'au Montana. Et ça, c'est un apport au niveau technique qui est capital, je pense. Et puis après, il y a le Montana en lui-même, le lieu en lui-même. Alors moi, j'aime pas le froid. Ça, c'est le petit couac. Les saisons ont l'air assez intenses. C'est ça. Donc ça, c'est le côté qui est compliqué pour quelqu'un qui n'aime pas le froid, mais c'est un espèce d'énorme espace, on l'appelle Big Sky Country, et c'est ça, c'est un ciel extraordinaire. C'est des paysages incroyables, on ne voit pas le bout des barrières quand on rentre dans un pré. Enfin, c'est une énergie très particulière, le Montana, et assez sauvage. Ouais, c'est intéressant là-dessus. D'accord. Rien qu'au niveau de la faune? Oui, aussi beaucoup. Alors j'ai eu la chance, même si j'aurais voulu y passer un mois complet, de visiter le Yellowstone par exemple. Et c'est un peu, voilà, c'est cette nature-là qui est juste incroyable. C'est un truc qu'on n'imagine même pas. Au niveau puissance j'allais dire de la terre, des éléments qu'il y a autour, du vent. Le vent au Montana, c'était quelque chose aussi. Et puis c'est une vraie expérience de vie, parce que c'est vrai qu'à l'époque on vivait, nous on avait une toute petite promo, on vit à l'année ensemble, et ça fait partie de l'apprentissage aussi du truc, je crois. Il n'y avait pas que les chevaux, il y avait aussi le côté humain à faire progresser, et c'était intéressant. Ouais. Et justement, du côté humain, du côté moral, tout ce qui est philosophie, est-ce que c'est vraiment différent de ce qu'on peut avoir ici? Au niveau de la philosophie du travail avec le cheval, oui, dans le sens où c'est un animal de travail là-bas pour de vrai, et c'est un compagnon de tous les jours, et c'est lui qui nous emmène à suivre tout le travail qu'il y a à faire, donc bouger les troupeaux, que ce soit de vaches ou de chevaux, vérifier l'état des clôtures, vérifier l'état des chevaux qui sont en troupeau et qu'il n'y ait pas un blessé, ou avec ces braves serpents à sonnette que j'adore. Non, vraiment, c'est très
différent, mais je pense comme peuvent l'être des pays aussi comme l'Australie. Il y a des choses incroyables qui se dégagent de ce genre de paysage et de ce genre de pays en eux-mêmes, de terre, j'allais dire de land, ouais, de terre. Alors ici, avec Clever H, sur les prestations que vous proposez, vous avez donc débourrage, rééducation et enseignement. Quelle proportion ont ces 3 activités en fait dans vos journées quotidiennes? Alors dans le quotidien, moi j'allais dire c'est principalement de l'enseignement et du travail du cheval, puisque pour le coup on a ici que des chevaux qui sont au travail. C'est volontaire de notre part. Pas que pour des raisons économiques, mais et surtout pour des raisons, j'allais dire, philosophiques presque. Les chevaux qui sont ici ils travaillent avec ce qu'on a appris. Il y a un investissement. Ouais, et les gens aussi. On n'a pas de télescopés qui font d'autres choses à côté de nous et on fait partie tous du même courant, de la même recherche. Et du coup, c'est vrai qu'au quotidien, si c'est pas aux chevaux qu'on enseigne, c'est aux gens avec leur cheval. Donc, j'allais dire le plus gros du quotidien, c'est vraiment l'enseignement. Ouais. D'accord. Et du coup, les rééducations et les débourrages, c'est plus occasionnel? J'allais dire, c'est déjà plus saisonnier parce qu'on évite d'en prendre en plein hiver. Moi, je sais que depuis que j'ai les enfants en plus, c'est plutôt quelque chose que je laisse à Christophe. J'ai dans mon piquet de chevaux encore un cheval qui était une rééducation et qui restait à la maison. Mais c'est vrai que le gros du travail se fait plutôt sur l'enseignement et le travail des chevaux. Et c'est vrai que le débourrage, en général, ça se fait à la belle saison. Et j'allais dire du printemps à là, maintenant, les dernières périodes, octobre-novembre. Normalement, en termes de rééducation ou de débourrage, c'est vrai que je pense qu'on doit en faire, on va dire 2 par mois, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, tu pratiques les longues graines. Quand et pourquoi tu y as recours? Alors ça, c'est aussi grâce à une rencontre avec un monsieur qui s'appelle Antoine Banco. Moi, j'avais été formée aux longues graines au niveau étau au départ, pour tout ce qu'on peut connaître, c'est-à-dire le travail de désensibilisation en étant derrière, le travail de confiance en étant derrière, le travail de connexion en gardant un cheval avec nous. Alors qui est aussi peut-être lié au débourrage? Oui, il y a une partie débourrage et puis aussi à un moment donné par rapport au travail, j'allais dire, en filet qui va arriver, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouvais intéressant par rapport à la notion de contact à développer et qui était des fois un peu l'écueil de ce que j'avais moi appris et de ce vers quoi je devais aller des fois en termes de dressage. Et en fonction des chevaux, c'est pas toujours évident d'avoir cette notion de contact idéale. Et c'est vrai que du coup, Antoine m'a beaucoup aidé sur le sujet à progresser, j'espère. Et je l'intègre à la fois dans mon travail des chevaux pour toutes ces raisons-là, pour aller également vers du rassemblé, mais tout en alternant avec des phases de décontraction et de détente sur le cercle. Et puis j'aime beaucoup aussi au niveau pédagogique parce que ça permet d'aller, j'allais dire, se concentrer uniquement sur la main du cavalier sans qu'il ait besoin d'interférer avec son équilibre et à gérer en fonction des mouvements du cheval. Oui, ça permet à la rigueur de décomposer l'apprentissage du cavalier. Oui. Et puis je pense honnêtement qu'il fait un vrai bond en avant et gagne du temps par rapport à ce qu'il a à faire ensuite à cheval. Et c'est vrai que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et en plus de l'avoir en visuel devant, des fois, c'est beaucoup plus clair. Et donc les longues graines, j'aime aussi ça beaucoup dans le cadre de rééducation parce que c'est vrai que ça permet de rentrer vraiment précisément dans le contrôle des pieds du cheval sans le poids du cavalier et notamment dans le contrôle des épaules. Donc c'est quelque chose qui fait passer vraiment un cap aux chevaux. Alors pour des cavaliers qui se formeraient seuls, qui n'auraient pas d'enseignant, qui seraient autodidactes, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Dans l'idéal de ne pas rester seul. Même si c'est, j'allais dire, un enseignement virtuel, parce que c'est vrai que maintenant, entre les livres, entre les vidéos, entre les formations en ligne, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et puis après, c'est vrai que se déplacer pour aller faire des stages ou prendre des cours avec des gens formés, c'est important d'aller se faire déjà, j'allais dire, une base technique, d'avoir un retour de divers professionnels et c'est ce qui fait évoluer. Et puis j'allais dire de prendre aussi dans chacun ce qui nous parle, ce qui nous inspire pour se faire son petit mix à soi. Et surtout toujours rester j'allais dire, à l'écoute de son cheval parce que c'est lui qui va vous expliquer si vous êtes sur le bon chemin, même si vous êtes seul. Donc ça c'est important. Alors chaque cheval est différent, donc bien évidemment avec chacun on va faire différemment, mais pour autant si tu devais parler d'un rythme idéal de travail pour un cheval, on serait à quoi? Alors
Un rythme, pour moi, il n'y a pas vraiment de rythme idéal. J'allais dire, c'est plutôt une question de contenu, de ce qu'on met dans l'apprentissage. De faire suffisamment d'exercices variés pour que ce ne soit pas ennuyeux, de rester progressif. Alors bien sûr, il y a un rythme à respecter par rapport à l'âge du cheval, par rapport à sa morphologie, par rapport à tout un tas de choses. Pour respecter le physique. Voilà, mais en dehors de ça, je pense que ce qui est important plus que le rythme, c'est vraiment ce qu'on fait avec son cheval. Et moi, j'aime beaucoup aussi intégrer le renforcement positif en étant bien entendu en équilibre avec le reste. Pas que renforcement positif ou que renforcement négatif, mais équilibrer les choses. De manière à vraiment avoir un vrai intérêt à garder la motivation du cheval aussi. Et je pense que voilà, le plus important, c'est vraiment le contenu de ce qu'on fait avec son cheval et le lien qu'on va créer, presque plus que le rythme. On peut très bien, parce que souvent le rythme, il est aussi, j'allais dire, lié au rythme et surtout aux obligations du cavalier, personnel en général. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent travailler tous les jours leurs chevaux et d'autres une fois par semaine. Et je pense que ça, c'est pas le plus important. Je pense vraiment que ce qui est important, c'est ce qu'ils y font et c'est ça qui va les faire avancer. Lorsque tu travailles plusieurs chevaux simultanément, comment est-ce que ça se passe? Alors ça, c'est un travail que je connais pas plus que ça et sur lequel en fait je débute. J'ai pas été formée en spécifique avec plusieurs chevaux, j'ai été formée avec un seul. Et en fait, dans les écuries, il se trouve que j'ai 2 chevaux que je trouvais intéressant de mélanger, qui vivent ensemble en plus au pré, et en ayant travaillé beaucoup avec Hélène Roche en clicker, j'ai fait un stage avec elle. Elle a également écrit un livre qui s'appelle Motiver son cheval. Je me suis dit, tiens, ça va m'apporter quelque chose. J'en ai un qui manque franchement de motivation, qui s'appelle Sirius, et qui du coup va avoir l'aide de l'effet troupeau entre guillemets qui est créé. Et j'en ai un autre qui est Lemon, qui est mon petit cadre éducation, qui lui est plutôt hypersensible et très en fuite sur beaucoup de choses. Et ça me permet de lui faire comprendre que des fois, il y a des choses qui ne le concernent pas. Donc le mélange des deux est sympathique. Oui, c'est vraiment 2 chevaux très différents. Ouais, ils sont très différents. Et je trouve que du coup, ils s'apportent chacun quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai commencé à les mettre ensemble. Et c'est un jeu en plus pour moi, parce que ça me permet de tester des choses, d'apprendre des choses nouvelles. Et après, le modèle là-dessus pour moi, c'est Frédéric Pignon, parce que là, en termes notamment d'attitude positive développée chez ces chevaux, j'ai pas vu mieux encore. Et moi, j'en suis qu'à des bribes, et juste, encore une fois, parce que ces 2 chevaux-là, je pense, en avaient besoin. Et c'est sympa, c'est un chouette truc à vivre. Et pour quelqu'un qui aurait 2 chevaux et qui voudrait justement tester ça, est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention, des prérequis? Je pense que comme pour tout le reste, il faut avoir une formation solide de base de chacun. Oui, déjà être sûr qu'il y a bien le contrôle sur l'un et sur l'autre. Et d'avoir une vraie sécurité pour la personne à pied, parce que c'est vrai que ça peut être impressionnant d'avoir 2 chevaux. Déjà, c'est que 2, il y en a qui, n'est-ce pas, font avec beaucoup plus. Mais moi, je pense que ça, c'est capital, vraiment être sûr déjà que de manière séparée, ça se passe bien. Que le lien, il existe déjà avec son humain de manière séparée. Et puis après, en effet, se rajoute l'interaction avec l'autre cheval et savoir où on va réussir à se positionner par rapport à ça. Et là-dessus, je pense qu'il faut aller voir Fred travailler et poser des questions. Et voilà, faut s'intéresser au sujet très fort. Et puis, utiliser des outils, en effet, comme le renforcement positif, comme je disais, mais sous couvert d'une vraie formation comme on l'a fait avec Hélène. Pas du jour au lendemain en claquant des doigts, j'allais dire, ou cliquant des doigts même. Voilà. Et quand tu en as 2 en même temps, est-ce que par exemple tu interfères dans leur relation à eux 2? Forcément, parce que j'allais dire, si je les laisse faire que tous les 2, je n'existe plus. Donc ce qui n'est pas évident, je trouve, c'est de savoir, entre guillemets, auquel parler. Oui. Je sais comment. J'en avais discuté un peu avec Fred et j'ai vu que lui, souvent, il a un cheval qui gère un peu le mouvement entre guillemets des autres et qui est un peu leader des autres. Et ce qui n'est pas facile dans la relation avec ces 2-là, c'est que c'est pas toujours pareil, je trouve. Il y a des fois où j'aurais plutôt tendance à dire c'est Lemon. Je pense que c'est quand même plutôt Lemon. Mais Sirius, des fois, il a un petit peu son mot à dire. Il essaye de dire quelque chose et du coup, on est un peu obligé de dire je suis là, tu m'oublies pas. Et c'est ça qui n'est pas évident. Mais forcément, on est obligé d'interférer. Autrement, je pense qu'ils vivent leur vie tout seuls très bien. Et nous, on est au milieu et on attend que ça se passe. Et du coup, visuellement parlant, il va rien se produire d'intéressant. Et on va terminer sur une dernière thématique, donc le renforcement positif. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Alors, le renforcement positif, moi, c'est un outil que j'ai découvert avec Hélène Roche et moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Parce qu'avant, tu l'utilisais pas du tout? Je l'utilisais, j'allais dire, si, en termes de gratte-gratte, mais pas de manière aussi précise que le clicker. Et en fait, j'ai découvert un outil qui est, je trouve, exceptionnel, notamment en termes de timing. Ça m'a aidé par rapport au travail des chevaux parce que sur certaines situations, notamment par exemple sur des embarquements dans le vent avec des chevaux qui ont été un petit peu délicats ou qui ont vécu des choses pas drôles, ça permet de faire en sorte qu'ils changent d'état d'esprit. Ça aide à motiver sans qu'ils passent dans le rouge. Quand le peu de fois où ils passent dans le rouge, parce qu'on est quand même obligé de les aider avec un peu de glycol, un peu de stick, à comprendre qu'il faut aller mettre le pied à tel ou tel endroit, ça permet de faire redescendre tout de suite en pression. Et puis en termes de timing, encore une fois, c'est exceptionnel. C'est un outil qui vraiment va les aider à comprendre que ouais, c'est par là que je veux que tu ailles. Et à cheval, c'est pareil. C'est d'une précision infaillible quand on commence à travailler sur un début de passage où il y a quelque chose qui nous plaît et on clique à ce moment-là, le cheval il percute tout de suite que ah oui c'est ça, ok. Et du coup moi en termes pédas aussi ça a changé beaucoup de choses parce que je pense qu'on le testera ensemble. Ça me permet de faire comprendre au cheval que c'est bel et bien ça, y compris quand l'élève ne sait pas vraiment tout de suite ce qu'il cherche ou quel est le résultat à trouver. Et à distance, ça nous donne une aide énorme par rapport à ça. C'est-à-dire que ça t'arrive de faire des cours où le cavalier manipule et toi de l'extérieur tu cliques. Ouais. D'accord. Ouais, j'utilise de plus en plus ça. Et du coup, alors tu verras, j'ai un petit claque de langue spécial. Parce que j'ai pas forcément toujours le clicker, notamment pour la partie à cheval, donc je sais que c'est moins précis que le clicker, que c'est pas toujours forcément le même son comme je l'ai appris. Moins précis, justement parce que déjà on n'a pas la même portée que le son du clicker, parce qu'en effet en fonction de si on a la bouche un peu sèche ou pas, ça claque pas toujours de la même manière. Il peut y avoir le vent, il peut y avoir plein de choses qui fait que c'est un petit peu moins bien que le vrai clic. Mais c'est vrai que pour une partie à cheval où je ne peux pas avoir les deux rênes et le clicker, ou alors il faudrait que j'ai quelqu'un de formé à côté de moi, enfin c'est pas faisable. Mais tu verras, c'est un outil qui est assez exceptionnel. Ça apporte tellement, et pour le cheval et pour le cavalier, en termes de timing et de précision de ce qu'on cherche. Ouais, ça, j'ai pas trouvé un outil aussi puissant que ça. Et puis au niveau motivation, je vois moi, c'est quelque chose qui permet de rajouter un petit plus, surtout sur des chevaux. Je vois Goal, à l'âge qu'elle a. Elle connaît la musique par cœur. Il sait quand même rien à voir si je motive comme ça ou si je motive pas comme ça. Clairement, elle participe beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de notions de jeu qui vont sortir quand elle a un petit envie de plus à faire. Mais c'est encore une fois, ça fonctionne parce qu'il y a aussi le contrôle des pieds avant et c'est pas juste. Ça fonctionne pas juste parce qu'il y a la carotte et le clicker. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la friandise, de ton rapport à la friandise, comment tu l'insères dans le travail ? Forcément avec ces règles-là. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'exercices, ce que Hélène appelle les exercices de politesse, comme la statue par exemple, sur lequel il y a des points et des ponts à ne pas franchir. Et moi j'aime bien intégrer ça avec des règles très claires et sur certains chevaux pas avant qu'ils aient suffisamment les bases à mon goût au niveau de ce qu'on fait en contrôle de pied et que sur des apprentissages nouveaux. C'est-à-dire que je ne vais pas fonctionner avec ça tout le temps. J'ai tendance à le faire quand je sens que le cheval est dans une difficulté particulière. Ou sur vraiment quelque chose qu'il n'a jamais vu et où il a du mal à trouver et je sens que oui c'est bien par là qu'il faut que tu ailles, c'est ça. Est-ce que tu penses que la friandise du coup c'est adapté pour tous les chevaux ou est-ce qu'il y en a certains avec qui vraiment ce serait à proscrire ou ce serait pas possible de l'intégrer vraiment avec ces règles? J'allais dire tous les chevaux à partir du moment où ils ont un début de relation suffisant, un début de contrôle suffisant. Mais oui, forcément tous les chevaux, parce que la motivation, elle existe chez tous, elle est à entretenir chez tous. Après, c'est vrai que, par exemple, avec un entier, moi, je donne pas à la main, déjà, et je l'utilise avec beaucoup plus de parcimonie. Donc quand tu donnes pas à la main, tu fais comment? Je pose. Voilà, et il vient chercher. Ouais, okay. Je mets sur un cube ou dans une mangeoire. Mais je me refuse à le donner comme ça, et c'est une règle que je me suis imposée et j'en sors pas.
J'ai peut-être tort, hein, mais voilà. Après, j'ai pas côtoyé beaucoup d'entiers non plus, mais je pars du principe qu'il n'y a pas que ça non plus. Et j'aime bien équilibrer avec tout le reste. Après, je pense que tous les chevaux sont capables de ça si on leur explique les choses comme il faut. Et si on est... Attention, je pense que vraiment, c'est un outil tellement puissant, il faut être hyper rigoureux là-dessus. Oui, on ne peut pas se permettre de l'utiliser en dilettante. Non. Et on ne peut pas se permettre de faire d'erreurs non plus sur le sujet. Donc je pense que ça peut avoir plus de conséquences négatives avec certains chevaux. Donc dans ce cadre-là, il vaut mieux pas l'utiliser. Mais je pense que si les gens sont suffisamment clairs, formés et constants, il n'y a pas de problème. Mais il faut... Voilà, ça c'est capital, je pense. D'accord. On a donc terminé les questions. Alors merci beaucoup Émilie pour ta disponibilité. De rien, Mathilde. Pour avoir répondu à tout ça. Merci à toi. Et du coup, on espère que l'interview vous plaira et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Alors bien entendu, un grand merci à Émilie Defranoux pour son intervention. Je trouve qu'elle a un parcours qui est quand même très intéressant parce qu'il a tendance à dénoter un petit peu avec ce qu'on peut voir d'habitude. C'est vrai que très souvent, les grands professionnels sont dans le milieu du cheval dès leur enfance. Et en fait, avec Émilie, on constate qu'il n'y a pas forcément besoin d'être né dans le milieu des chevaux pour devenir un homme de cheval ou une femme de cheval qui soit vraiment compétent. Donc je trouve ça vraiment bien. Et personnellement, ce que j'apprécie vraiment chez elle, c'est ce mélange qu'elle a de sensibilité et de technicité, et c'est hyper agréable à écouter quand elle parle ou à regarder quand elle est en train de manipuler les chevaux. Du coup, je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec elle et ensuite avec vous en vous partageant cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur Émilie et sur son activité, vous pouvez aller faire un petit tour sur les réseaux de EquiCleverH. Tous les liens sont juste en dessous dans la description. De mon côté, je vais vous laisser là. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.